m'appelle Olivier Marek, je suis promoteur. C'est un métier qui est parfois mal connu, assez souvent décrié, pour certaines raisons qui souvent sont justifiées. Des promoteurs sont responsables parfois de programmes ratés, d'opérations malmenées. Il y a eu des scandales financiers dans la promotion immobilière. Mais ce métier, en fait, est un métier que je considère comme noble, utile, et socialement très utile. Je n'ai pas eu une vocation à la petite enfance pour être promoteur. C'est un enchaînement de circonstances de la vie. Quand j'y repense, observer mes parents construire plusieurs maisons successivement à différentes étapes de leur vie m'a alimenté un peu un goût pour la construction. Mais je ne pensais pas du tout à 12 ans, à 15 ans ou à 18 ans que je serais promoteur. Je n'avais pas d'idée arrêtée sur mon parcours à venir, mais j'ai fait des études généralistes, j'ai fait Sciences Po, du droit, j'ai été admissible à l'ENA, donc ce qui voulait dire que je voulais entrer dans la fonction publique à un moment de ma vie. Et puis, les circonstances ont fait que j'ai commencé dans une filiale de banque à travailler dans une société qui s'appelait l'Union foncière et financière sur les sociétés civiles de placement immobilier. Donc c'était des produits financiers dans les années 70 qui se lançaient et qui m'ont permis de découvrir un certain nombre des métiers qui concourent à la promotion immobilière, qui concourent à la construction de logements, de bureaux, de centres commerciaux, tout ce qui fait la promotion immobilière. Et puis, au bout de 2 ans, je suis rentré dans un établissement public de Ville Nouvelle. Alors ça a été un moment très fort de ma vie professionnelle. Et c'est la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée. C'était à une époque où on commençait à se préoccuper de l'urbanisme et du désordre de la construction à la suite des grands élans de l'après-guerre. Et on avait beaucoup construit, mais de façon désordonnée. Et beaucoup de personnes se souviennent de la mission que le général de Gaulle avait confiée à Paul Delouvrier. C'était l'époque où, en survolant l'Île-de-France en hélicoptère, de Gaulle avait dit à Delouvrier « Écoutez, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel ». C'est la formule qu'il avait employée. Et c'est vrai que c'était une époque où l'étalement urbain se faisait de façon assez anarchique, et d'où l'idée des villes nouvelles. Donc autour de Paris, à 5 endroits bien précis, on a fédéré, concentré des moyens, créé des établissements publics d'aménagement qui ont acheté les terrains, défini des grands axes des développements futurs. Et j'ai donc travaillé dans un de ces organismes à la direction du logement, et je me suis trouvé dans la situation de celui qui vendait les terrains aménagés aux promoteurs. Et ces promoteurs étaient soit des promoteurs privés, soit des promoteurs sociaux, des organismes d'HLM, avec l'idée que nous avions à l'époque déjà de faire des quartiers un peu équilibrés, qui ne soient pas soit totalement pavillonnaires, soit totalement résidentiels, soit totalement sociaux, mais des quartiers où se mélangeaient un peu harmonieusement différentes catégories de construction, et puis où on pouvait trouver des commerces, des moyens de transport adaptés. J'ai le souvenir que, parce que je m'occupais aussi de la communication de la Ville Nouvelle, d'avoir planté un panneau au milieu d'un champ, au milieu des moutons, avec ici future station du RER, et ce RER que prennent aujourd'hui des centaines de milliers de franciliens. À l'époque, à 15 km de Paris, on était dans les champs, et le RER, l'autoroute, ont permis la création de nouveaux sites où on a concentré des moyens publics importants et un partenariat public-privé qui a été assez efficace. Aujourd'hui, les villes nouvelles, c'est plusieurs centaines de milliers d'habitants. Ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais en tout cas, cette responsabilité sur le logement, et à l'époque, j'ai été amené à contribuer à la création de plusieurs dizaines de milliers de logements, là, vraiment, m'a donné le goût de la promotion immobilière, mais j'étais dans la position de celui qui vendait les terrains aux opérateurs. Et là, je me suis dit un jour, je voudrais faire ce métier-là. J'ai même d'ailleurs failli le faire, parce que, et ça c'est des moments de vie, dans la même semaine de ma vie, donc c'était en 82,
tout ça est assez lointain maintenant. Et dans la même semaine de ma vie, j'ai eu 2 propositions. J'en ai eu une de Bernard Arnault, qui a fait la carrière que chacun sait après, et qui voulait développer une activité de promotion. Et puis j'en ai eu une autre de Laurent Fabius, que j'avais connu dans les activités, j'étais au Parti socialiste et que j'avais connu dans différentes occasions, et qui m'a proposé de devenir son chef de cabinet au ministère du Budget. Et dans la même semaine, j'ai eu à faire un choix, et j'ai fait le choix du cabinet ministériel, ce qui m'a temporairement, mais très temporairement, éloigné de la préoccupation de la promotion immobilière. Mais j'y suis revenu assez vite après. Alors, cabinet ministériel, on peut en parler longuement, bien sûr, mais en tout cas, ça a été une responsabilité passionnante. Auprès de Laurent Fabius au ministère du Budget en 1982-83, puis au ministère de l'Industrie en 83-85, et où là, j'ai fait la connaissance pour de bon de Paul Delouvrier, dont je parlais tout à l'heure, et Paul Delouvrier, qui a été donc un grand préfet, mais aussi président d'EDF, avait été chargé par Laurent Fabius de fédérer un peu tous les 50 premiers industriels de France sur un projet très ambitieux de relance de l'activité industrielle au moment où la désindustrialisation de la France commençait à être très, très préoccupante. Et j'ai travaillé avec Paul Delouvrier à l'organisation de colloques, de campagnes de communication pour, on appelait ça réussir ensemble, pour encourager le tissu industriel à se revivifier. Et ça a été le moment, et qui m'a très directement concerné, du plan informatique pour tous, qui était une époque où l'informatique était balbutiante, où les pouvoirs publics voulaient stimuler la pénétration de la micro-informatique dans la société. Tout ça apparaît aujourd'hui très très lointain, mais beaucoup d'énergie a été mise à cette époque, et ça m'a conduit personnellement à une position qui était d'être président de l'Agence de l'informatique. Donc j'ai été nommé président de l'Agence de l'informatique en 85. Et je me suis occupé, mais entre autres, et ça nous ramène à la promotion immobilière, je me suis occupé de la création des premiers logiciels de gestion financière, et en partenariat avec la Fédération des promoteurs immobiliers, de gestion et de suivi des programmes immobiliers. Mais il y avait beaucoup d'autres domaines d'activité. L'Agence de l'informatique a été supprimée en 1987 par Alain Madelin. Il y avait eu un changement de gouvernement à ce moment-là, et Alain Madelin, dans un grand élan libéral, avait décidé la suppression de cet organisme. Donc je me suis occupé d'assurer le reclassement des 120 personnes qui travaillaient dans cet organisme. Et puis, au moment de fermer la porte définitivement, je me suis intéressé à ma situation personnelle. Et je n'étais pas fonctionnaire, et j'ai décidé à ce moment-là de créer ma société, et je suis devenu promoteur. Voilà comment les choses sont arrivées. Alors, ce métier de promoteur, en fait, il ne répond pas à des formations parfaitement définies. Autant vous avez dans la construction, vous avez l'école supérieure des travaux publics, ou pour les aménagements urbains, mais pour la promotion, en fait, il y a beaucoup d'autodidactes, il y a beaucoup de personnes qui viennent à la promotion après avoir été eux-mêmes ingénieurs de travaux, ou alors des financiers, ou alors pour tout ce qui est immobilier, qu'on appelle l'immobilier à thème, des gens qui ont travaillé dans le secteur du loisir ou dans l'hôtellerie et qui ont été amenés à construire des bâtiments pour une activité déterminée, peuvent se retrouver finalement à se dire je maîtrise à peu près les grands paramètres de ce métier, je vais en faire définitivement mon métier. Alors il y a des formations, dans le cadre de la formation continue, il y a des formations spécifiques pour les différents métiers de la promotion immobilière, mais il n'y a pas une école, une grande, petite, moyenne école. Il y a énormément d'artisans promoteurs, c'est très peu connu, mais vous avez probablement 10 000 artisans promoteurs en France, qui sont des personnes soit seules, soit en couple, soit en petites équipes, qui font 20 logements par an, mais qui, pour ces 20 logements, sont confrontés exactement aux mêmes difficultés que Nexity ou un grand promoteur de la place. Si j'avais à conseiller à un jeune de 20 ans pour ce métier, je lui dirais de chercher une formation généraliste, parce que c'est un métier de chef d'orchestre. C'est un métier où il faut
d'abord savoir avoir une vision d'ensemble sur un projet, une capacité à faire travailler des personnes différentes, intégrer des logiques différentes. Donc il faut être un peu juriste, un peu financier, un peu technicien, un peu communicant. Il faut être tout ça. Donc une formation généraliste de type Sciences Po est tout à fait adaptée. Je dirais même qu'elle est probablement plus efficace pour ce métier qu'une formation d'ingénieur très spécialisée, même de très haut niveau, même de très grande école, mais je conseillerais plus Sciences Po que Polytechnique. Alors promoteur, si je dois résumer cette activité d'un terme simple, c'est un chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui va sur une idée, une partition, qui va réunir tous celles et tous ceux qui vont concourir à la réalisation d'un projet. Alors ma première opération, personnellement, était une petite opération de 13 logements, je m'en souviens très bien, à la fin des années 80, dans la région de Rouen. Et là, un beau jour, j'avais en fait mené une petite réflexion d'urbanisme sur une commune qui avait un certain déséquilibre qui voyait partir sa population jeune parce qu'il n'y avait pas de programme en accession à la propriété. Et j'avais conseillé au maire de cette ville de faire de l'accession à la propriété pour fixer les jeunes, éviter qu'ils partent dans les communes voisines. Et donc, je lui avais dit, écoutez, je crois qu'il faut le faire et je suis prêt à prendre le risque personnel de lancer un premier programme. Et donc j'ai lancé ces 13 logements. Alors chef d'orchestre, ça veut dire que pour lancer un programme, il faut fédérer des énergies et des métiers et des compétences très nombreuses et assez diverses. J'ai calculé qu'il y avait 56 métiers dans l'immobilier. Donc le promoteur chef d'orchestre, c'est comme s'il devait faire travailler 56 musiciens, et chacun a son instrument, chacun sa partition, et chacun sa philosophie, son parcours, sa vie. Alors, je ne vais pas vous énumérer les 56 métiers, mais il y a des moments clés. Hein. Il y a une phase d'étude, il y a une phase de réalisation, il y a une phase de commercialisation. Alors, les phases d'études, il y a des études de marché. Donc, on fait travailler des spécialistes des études de marché, des gens qui vont aller voir ce qui s'est passé sur un secteur, quelle est la structure socio-professionnelle de la population, quels sont les prix pratiqués dans le secteur, ou les loyers s'il s'agit d'un programme en location. Parce que ce que je vais vous dire là, c'est vrai à la fois pour l'accession à la propriété ou de la location. Pour l'essentiel, les métiers sont les mêmes, quel que soit le produit final, qu'il soit destiné à des gens qui seront eux-mêmes occupants de leur appartement ou de leur maison, qui sont premiers, on les appelle les primo-accédants, qui achètent pour la première fois un appartement ou une maison, qu'ils soient investisseurs, aidés fiscalement, comme on l'est beaucoup en France depuis une trentaine d'années, pour acheter des biens et les mettre en location, ou qu'ils soient locataires, et notamment locataires dans le secteur social, puisque là, ce sont les organismes d'HLM, et j'ai été à un moment de mon parcours président d'une société d'HLM, donc les organismes d'HLM qui, eux, majoritairement font des logements en location et destinés à des populations dont les niveaux de revenus varient entre un SMIC et puis 3 000 euros par mois, pour donner un ordre de grandeur, et qui sont des locataires. Mais ces locataires ont vocation, et s'ils le veulent, à devenir propriétaires. Et c'est tout à fait ce que j'ai vécu pour ces 13 appartements, où j'ai assuré moi-même la commercialisation de ces appartements. Donc j'ai connu toutes les familles, non seulement les 13 qui ont acheté, mais aussi celles et ceux qui auraient voulu acheter, mais qui n'ont pas pu, parce que leurs ressources étaient insuffisantes, parce que les banquiers leur ont refusé les prêts. Ça fait partie aussi du champ de la construction. Mais ces familles étaient pour l'essentiel des occupants du parc HLM et qui avaient, dans un désir de progression sociale, qui avaient envie d'acheter un appartement à des niveaux de prix très raisonnables, et ça a été les 13 premiers logements. Alors après, j'ai mené d'autres programmes, mais à chaque fois, il y a donc un objectif: loger telle catégorie de population, enfin proposer à telle catégorie de population un ensemble de logements individuels, collectifs ou mixtes, et puis mettre en œuvre donc des moyens d'études et des moyens de réalisation qui conduiront sur une période qui est longue. Hein, un programme,
entre le moment où quelqu'un d'un peu fou se dit « je veux faire 13 logements à tel endroit » et le moment où rentrera le dernier occupant dans le programme, il peut se dérouler entre 3 et 6 ans. Hein, surtout quand certaines étapes, comme l'obtention du permis de construire, sont compliquées et longues. Mais ça n'est jamais moins de 3 ans entre l'idée et la réalisation. Donc ça suppose de la continuité dans l'effort et que quelqu'un, qui est le promoteur, qu'on appelle le maître d'ouvrage en termes juridiques, que ce promoteur sache où il veut aller et fédère donc ces 56 intervenants dont je vous ai dit, j'ai dit des phases d'études. Mais ensuite, il y a des phases de conception. Là, c'est là qu'intervient un opérateur clé qui est l'architecte. L'architecte, c'est celui qui, à partir de l'intuition du promoteur, qui va lui dire « écoute, moi, je veux faire tant de logements, plutôt des 2 pièces et des 3 pièces, mais il faut tenir compte de l'environnement du terrain, et puis il faut ajouter une patte personnelle qui fait que ce programme sera différent des autres, qu'on aura envie d'y vivre. Et là, l'architecte, il y a un enjeu fort pour l'architecte qui est de mettre sa patte aussi sur un programme. Hein. Alors, il doit respecter l'exigence du promoteur, mais il va apporter sa petite touche et son supplément d'âme. Et là, il faut que le fit soit fort entre le promoteur et l'architecte, hein, pour qu'on aboutisse à ce qui va être un permis de construire. On fait une demande de permis de construire. Donc un dossier long, compliqué à préparer, où il aura fallu faire intervenir avant des démarches compliquées avec des archéologues si on est dans un site classé ou sensible, avec des démolisseurs s'il faut apprécier le coût de démolition de bâtiments qui existent sur le terrain, avec des géomètres, avec toutes sortes de corps d'État. Mais à un moment donné, et puis dans un dialogue préalable important avec la ville, qui va délivrer le permis de construire, puisque pour l'essentiel, ce sont les communes qui délivrent les permis de construire. Donc il faut que ce projet convienne au maire, qu'il soit compatible avec le document d'urbanisme par lequel le maire, lui, fixe les grands axes de développement de sa commune et sur lequel il s'est fait élire. Donc ce sont des enjeux électoraux très importants pour les élus que la qualité des permis de construire qui sont déposés sur leur territoire. Donc tout un travail de dialogue avec des services techniques, anticipation de toutes sortes de problèmes. Et puis, au bout de 2 mois, 3 mois après le dépôt de la demande de permis de construire, le permis tant attendu arrive. Bon, il finit par arriver. Mais ça n'est que le début des difficultés parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle des recours de tiers. Les recours de tiers, ce sont des voisins qui voient une menace sur une vue dégagée dont ils bénéficiaient auparavant. Ce sont des recours parfois d'inspiration politicienne. Et là, les jeux sont très complexes et j'ai vécu des jeux très compliqués avec des collectivités locales. Enfin, c'est rare, mais enfin, ça laisse des souvenirs des maires qui, d'un côté, soutenaient des associations pour qu'elles déposent des recours contre des permis de construire qu'ils avaient eux-mêmes délivrés. Donc c'est assez subtil, mais c'est la vraie vie et tous les promoteurs rencontrent ce type de problème. Alors les tiers, il faut essayer de s'entendre avec eux. Bon, les législations sont aujourd'hui un peu plus restrictives et rendent plus compliqués les recours abusifs, qui ont souvent, en fait, pour justification d'essayer d'obtenir du promoteur de l'argent pour retirer un recours. Donc il y en a de moins en moins, mais c'est un souci parce que ça peut bloquer une opération, parce qu'un permis de construire qui ne bénéficie pas, qui n'est pas devenu définitif dans le vocabulaire, ce permis de construire, à ce moment-là, il ne sera pas financé par des banquiers, il ne sera pas, personne ne voudra s'engager au-delà. Donc, faisons l'hypothèse que ce permis est devenu définitif, et sur chacune des 40 opérations que j'ai menées dans ma vie professionnelle, j'ai fini par avoir des permis, parce que sinon, je n'aurais pas construit les logements. Donc, ce permis, alors là, il y a un moment très compliqué qui est d'aller voir le banquier pour lui demander d'apporter son concours financier à l'opération. Lui-même mettra en face 2 exigences, une exigence de fonds propres. Donc il demandera au promoteur de mettre sur la table 10-20% du coût total de l'opération, et puis une exigence de pré-commercialisation. Ça, c'est un mécanisme que je trouve personnellement assez sain et qui a évité qu'en France, on ait des grosses bulles immobilières, à la différence de pays comme l'Espagne, par exemple, où on a construit dans une période franchement déraisonnable. On
a construit des logements qui n'avaient pas, il n'y avait pas de clients. Bon. Donc là, les banquiers exigent entre 30 et 50% de pré-commercialisation, c'est-à-dire qu'une démarche commerciale ait été engagée préalablement pour tâter le marché et recueillir des signatures de contrats de réservation qui permettent de dire aux banquiers, écoutez, voilà, il y a déjà 50% sur la table, donc j'irai jusqu'au bout. C'est pas tout à fait la même chose que de dire, financez-moi et on verra plus tard. Cette activité, à un moment donné, ne peut conduire à la réalisation des programmes que si un bon dialogue se fait avec l'entreprise de construction. Alors, l'entreprise de construction, il y a deux cas de figure. Soit on est en entreprise générale, ce sont genre les très grosses entreprises, on passe à un marché avec ces entreprises. Soit on est en corps d'État séparé, et à ce moment-là, il faut négocier avec une quinzaine de corps d'État différents, du sol au plafond, pour réaliser ces opérations. J'ai pratiqué les deux méthodes, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est le moment crucial. Et un des moments forts, et que moi j'ai toujours beaucoup apprécié dans ce métier, c'est la pose de la première pierre. Alors ça, c'est un moment magique parce que c'est le jour où, en général, tout le monde est content. C'est plutôt agréable. Les commercialisateurs qui ont trouvé les premiers clients sont contents. L'entreprise a signé un gros marché. L'architecte sait que son geste architectural va être respecté parce que les plans, en tout cas sur les plans, tout le monde s'est engagé. Le financier est en troisième position, mais il surveille tout ce qui se passe. Et puis le promoteur, il met un casque sur sa tête, ce qui fait pas tous les jours, mais il met un casque sur sa tête et puis il prend la truelle et il pose physiquement, souvent avec le maire de la ville, il pose la première pierre. Alors là, il y a une odeur indéfinissable de béton qui nous reste et qui fait partie des vrais plaisirs de ce métier. Et je vous dis parce que c'est en général le moment où tout va bien. Bon, alors après, ça peut se dégrader. Alors ça peut se dégrader parce que il peut y avoir des faillites d'entreprises en cours de chantier, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des difficultés de commercialisation. Et j'ai connu à peu près tous ces cas de figure, y compris une très grosse difficulté sur une opération qui est un très mauvais souvenir pour moi, qui avait très bien commencé. Et puis des faillites en cascade de corps d'État séparés ont conduit à un allongement des délais, à des pertes de clients, à de vrais gros soucis et des conséquences financières personnelles particulièrement désagréables. Ça fait partie de ce métier. Mais que ce soit pour 15 logements ou que ce soit parce que j'ai été amené à faire de très gros ouvrages, et notamment à La Défense, où j'ai construit le Domimax, qui est cette grosse boule qui est au-dessus du centre commercial des Quatre Temps et qui est cette salle hémisphérique de cinéma, qui était un ouvrage particulièrement complexe, au-dessus d'un centre commercial en activité, au-dessus de 5 niveaux de parking, avec des enchevêtrements de responsabilités de propriétaires différents. Mais que ce soit pour 15 logements ou pour un ouvrage très complexe comme celui-là, qui m'a mobilisé pendant 5 années de ma vie professionnelle, il y a un moment magique, qui est le moment où on pose cette première pierre. Encore une fois, les permis de construire sont obtenus, tout le monde est content. Et puis, soit ça se passe bien, soit ça se dégrade. Bon, prenons, heureusement, la majorité des cas, ça se passe bien. Et on arrive, alors après 1 an, 18 mois, 20 mois, 24 mois de chantier, on arrive au moment clé de la livraison des appartements ou des maisons ou des équipements commerciaux ou de loisirs, selon le produit, peu importe. Et là, l'intérêt du promoteur, et c'est là qu'il a son banquier derrière lui, c'est d'avoir vendu la totalité de son programme. Et c'est là que tout peut basculer, c'est s'il reste quelques logements. J'ai connu ce cas de figure où il reste alors, ce qu'on appelle le stock dur, c'est-à-dire des logements achevés, invendus. Donc là, les vrais soucis, des gros soucis commencent. Alors on essaie de vendre plus vite, on essaie de vendre moins cher, on essaie de trouver des investisseurs pour acheter en bloc, on crée des sociétés foncières pour racheter les derniers appartements, enfin toutes sortes de formules pour réduire un risque qui peut devenir élevé à ce moment-là, puisque tout a été fondé sur un planning de mise en commercialisation et de déroulement financier du projet.
Donc le promoteur, il doit à la fois intégrer les soucis du financier, parce que les chiffres ne mentent, mentent rarement. Il doit en même temps être fier de l'ouvrage qu'il réalise. Il doit être content de cet ouvrage au plan physique. Il doit être content au plan de la satisfaction de ses clients. Donc il doit veiller à ce que les personnalisations aient été faites correctement et que les gens soient heureux. Et les vraies satisfactions du promoteur, c'est le dialogue avec des gens qui lui disent qu'ils sont heureux chez lui. C'est là des vraies satisfactions. Ça compense beaucoup d'autres soucis. Alors cette profession de promoteur, elle est mal connue parce qu'on l'associe souvent à des jeux financiers complexes, des gros enjeux. Et il est vrai que certaines opérations mettent en jeu des centaines de millions d'euros. Et c'est un jeu, certains croient que c'est le casino, qu'on met comme ça une plaque et puis qu'on regarde ce qui se passe. Ça se passe pas, c'est pas du tout comme ça. Mais il est vrai que sur des capitaux importants engagés, si une opération se passe bien, le promoteur fait sa marge. Hein, c'est la rémunération de son risque, c'est la sanction de son risque. Cette marge peut être élevée. Si l'opération s'était très bien passée, effectivement, si elle s'est commercialisée très rapidement, si tous les délais ont été correctement tenus, si les coûts de construction n'ont pas dérapé, le promoteur, un promoteur heureux, c'est un promoteur qui fait 10% de marge, ce qui est bien moindre que dans des tas de secteurs qui ont une image beaucoup plus brillante dans l'opinion, où les marges standards sont des marges de 50%. Le promoteur, à 10%, il est content, à 15%, il est très content. Évidemment, si on raisonne sur des programmes très importants, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Mais quand vous raisonnez sur un programme de 15 logements, ça ne fait pas. Or, l'opinion pense que les promoteurs, d'abord, s'enrichissent indûment et surtout, ils ne se rendent pas compte que la majorité des promoteurs, j'insiste sur ce point, sont des artisans. Et des artisans qui font 20-30 logements par an et qui contribuent au paysage urbain et à la construction en France. Donc, il n'y a pas un seul modèle financier. Je dis qu'une marge de 10%, c'est une marge satisfaisante pour un promoteur. Si le programme est très gros, en fait, on fait moins aujourd'hui des programmes importants qu'à d'autres époques. Il y a eu des époques où on lançait 500 logements d'un coup, y compris dans les villes nouvelles, et là, ça pouvait mobiliser des sommes énormes. Et à l'inverse, la perte peut aussi être importante. 10% de perte, ça va encore, mais on peut être à 50% ou 100% de perte, voire plus. Parce que le jour où ça commence à aller mal, le promoteur, tout le monde le regarde de plus en plus loin, et c'est lui qui est juridiquement, financièrement engagé, et sur ses fonds propres. Le banquier exige d'être remboursé de ce qu'il a prêté. Les clients, s'ils ne sont pas là, eh bien personne n'apportera le chiffre d'affaires qui était attendu. Et il aura fallu payer des intervenants, il aura fallu payer l'entreprise, et le promoteur peut se retrouver avec des difficultés financières considérables. Être promoteur, c'est prendre un risque. Alors, on prend des risques soit avec l'argent des autres, soit avec le sien. Bon, quand je dis l'argent des autres, les promoteurs sociaux, par exemple, travaillent avec l'argent du contribuable. S'ils sont responsables et qu'ils fonctionnent correctement, ça se passe bien. S'ils perdent, c'est pas eux qui perdent personnellement. Le promoteur qui va mettre sur ses fonds personnels, qui va engager sa vie, y compris sa vie familiale, les moyens de sa vie, ça peut mal se passer. Personnellement, j'ai connu, heureusement majoritairement, des cas de figure où une marge jamais tout à fait suffisante, mais une marge correcte à rémunérer la prise de risque que j'ai faite. Mais j'ai en souvenir un très mauvais sinistre sur une opération qui s'est vraiment très mal passée, à Ris-Orangis, sur 20 maisons. Je pourrais vous décrire dans le détail l'enchaînement fatal qui conduit à ce que j'ai perdu de l'argent. Et ça m'a mis personnellement dans une situation extrêmement délicate, au plan personnel, au plan de mon environnement, au plan non pas de ma réputation, parce que tous ceux qui connaissent ces métiers comprennent comment les choses peuvent se passer, mais ce sont des moments durs, forts et qui marquent.
quand j'essaie un peu de tirer le bilan de 30 ans de vie professionnelle, enfin, il y a donc 45 ans de vie professionnelle, mais 30 ans de vie d'exercice du métier de promoteur, j'en tire un bilan vraiment globalement positif, mais qui tient peut-être aussi à mon tempérament personnel, parce que je crois que ce sont des métiers que vous ne pouvez pas faire si vous n'êtes pas fondamentalement optimiste, si vous n'avez pas le goût de l'action et d'un certain niveau de risque. Je ne dis pas du tout, c'est pas un métier de tête brûlée, loin de là. Mais il faut avoir un certain goût du risque, être assez optimiste, et je dirais s'entendre assez bien avec soi-même. Bon, certains me disent que ce sont des qualités que j'ai, et je crois que ce sont des qualités nécessaires quand on veut réussir dans ce métier et surtout y être heureux. Bon, ça a été mon cas globalement, même s'il y a eu un très gros cynisme, comme je l'ai dit.